Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Food, votre rendez-vous sur Bismart consacré à la transition alimentaire. Cette semaine, dans notre rubrique à la carte, un concept à côté duquel on ne pouvait pas passer puisqu'il s'agit de la Smart Food. Par Smart Food, comprenez alimentation intelligente. Ce pur produit de la food tech casse littéralement les codes du repas traditionnel. Plus d'assiettes, pas de cuisine à faire, pas de vaisselle non plus. Un repas complet à prendre sur le pouce, des snacks, de quoi vous fournir de l'énergie et par la même occasion vous faire gagner du temps. Pratique, rapide, nomade. Mais ces substituts de repas, ces snacks sont-ils vraiment sains et équilibrés? Quelle place pour la smart food dans un pays où le coup de fourchette reste sacré? Eh bien c'est ce que nous verrons dans quelques instants avec mon invité. Et puis notre nouvelle recette, cette semaine des vignes à votre nom. Le temps d'un millésime, voire plus si vous le souhaitez. Découverte de ce parrainage pas comme les autres. Ce sera en seconde partie d'émission. Voici le menu de la semaine. Alors Smart Food, c'est parti. Ces dernières années, la pause déjeuner n'a cessé de se réduire comme peau de chagrin. Selon une étude YouGov menée en 2018, 45% des salariés français interrogés prennent entre 30 minutes et 1 heure pour déjeuner. C'est assez peu. À midi, il s'agit donc de manger vite, efficacement et bien, si possible. Et c'est ce que vous nous proposez, Anthony Bourbon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Feed. Alors Feed, ce sont des substituts de repas, des snacks. Ils avaient fait beaucoup de bruit à leur apparition il y a 4 ans. Tout le monde s'imaginait alors qu'on allait se nourrir exclusivement de poudre diluée dans un peu d'eau. Feed, à l'origine, effectivement, c'est une nouvelle façon de prendre ses repas. Comment est née l'idée de Feed ? C'est vrai que je mangeais assez mal, je travaillais beaucoup, j'étais jeune et donc comme tous les jeunes qui veulent essayer de se faire une place dans l'entreprise, on passait pas mal de temps entre midi et 2 à bosser pendant que les seniors allaient prendre du temps au restaurant d'à côté. Et je me nourrissais mal, je sentais que je perdais du poids, que j'étais malade plus souvent. Et j'ai cherché une solution qui m'apportait l'intégralité de mes besoins. Donc c'est assez simple, un corps humain, ça a besoin de macro et micronutriments, donc protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et j'ai fait une recette Excel théorique où il y avait tous les apports qui étaient fournis par des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin. Et très vite, les gens autour de moi m'ont dit j'aimerais bien que tu m'en fasses aussi parce qu'il y a des jours dans la semaine où je suis pressé. C'est là que Feed est né. Et du coup, on a commencé avec des bouteilles en poudre, effectivement, ou des shakers avec de la poudre à l'intérieur que tu mélangeais avec de l'eau et qui t'apportait une sorte de soupe, boisson, avec l'intégralité des nutriments. Et puis après, on a ouvert sur des bars et sur des formats ready to drink qui étaient déjà liquides, un peu comme un milkshake, et qui se consommaient un peu plus facilement sans avoir à le préparer. Donc votre premier livre de recettes, c'est un classeur Excel. C'était en fonction de vos besoins à vous. Les besoins de chacun sont différents. Comment on peut adapter justement différentes recettes ? Il y a quand même des points communs. Tout le monde a besoin de macro et micro. Après, c'est une question de calories en fonction de est-ce que vous êtes une femme, un homme, est-ce que vous êtes sédentaire, est-ce que vous faites beaucoup de sport. Mais ça, c'était facile à modifier. Il suffisait de rajouter un peu de matière, un peu de poudre. Donc, on pouvait facilement adapter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait 3 gammes chez Feed. La gamme classique originale pour les gens lambda. La gamme light pour les personnes qui veulent faire vraiment attention, qui sont plus dans une sorte de régime ou en tout cas de stabilisation de poids. Et la gamme sport, où là vraiment on va charger en protéines parce que des consommateurs ont rajouté au début de l'aventure Feed et ça a dégradé l'organoleptique, le goût, l'odeur. On a préféré nous-mêmes charger en protéines. Donc vous pouvez facilement trouver le produit qui vous convient. Voilà. En fonction de votre profil. On va revenir sur cette nouvelle gamme de produits. Vos produits appartiennent à ce qu'on appelle la smart food. Comment vous définissez la smart food ? C'est un concept, ça vient des États-Unis déjà. Qu'est-ce que la smart food et en quoi est-elle la smart food que vous proposez, on va dire version à la sauce française, en quoi est-elle différente de la version US ? La smart food, pour moi, c'est toutes les innovations autour de l'alimentation. Donc ça peut être de la food science, comme on dit, avec du feed, où il va vraiment y avoir une recherche sur la recette. Ça peut être de nouveaux packaging qui sont plus éco-responsables. Ça peut être des modes de livraison. Ça peut être du remplacement de viande, de fromage. On a vu plein de startups, notamment en France, gourmet, qui fait du faux foie gras à base de cellules de foie gras. On en a reçu quelques-unes d'ailleurs sur ce plateau. Oui, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a plein d'évolutions. Il n'y aura pas un acteur qui va tout rafler, mais ça va être une accumulation de startups, d'idées, de projets. Et la différence avec la smart food américaine, c'est qu'elle est très basée chez eux sur les OGM, parce qu'ils partent du postulat, en tout cas pour la majeure partie des startups,
que l'humain devrait pouvoir s'autosuffire sans avoir accès au monde extérieur. Donc leur focus, eux, il est, nous vivons sur Mars. En temps de crise, voilà, on est capable de se nourrir encore, même si les ressources naturelles disponibles sont taries. Alors qu'on est quand même, nous, beaucoup plus dans le plaisir en France. Et il suffit de comparer feed à des marques américaines pour voir que l'organoleptique a été une de nos priorités. Et qu'en France, c'est beaucoup trop important pour le consommateur pour pouvoir lésiner sur le goût. Ils veulent se faire plaisir. On a quand même une vraie tradition autour de la table. On reste longtemps avec nos amis. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en train d'évoluer, et vous avez cité une étude au début, et elle explique aussi au passage que 80% des gens mettent moins d'une heure sur leur déj. Et donc c'est quand même monstrueux de voir que les Français vont de plus en plus sur un modèle anglo-saxon, où on saute quasiment le déjeuner. Le repas. Effectivement, vous le disiez, les jeunes n'hésitent plus à rester derrière l'écran de leur ordinateur pour s'avancer dans la journée, peut-être partir plus tôt ou pas d'ailleurs. Oui, c'est intéressant de voir tous ces chiffres qui sont cités. Un tiers des Français sont en carence, donc ils vont manquer de fibres, de vitamines. Il y en a 1 sur 2 qui est en surpoids, 1 sur 4. C'est une méconnaissance de la nutrition ou c'est justement pas le temps, peut-être pas l'envie aussi C'est plus une question de pas l'envie et pas de connaissance, parce qu'on est quand même bien fourni, on a des produits de qualité, mais les Français sont persuadés, un peu comme dans plein de sujets, d'avoir la bonne réponse et de se satisfaire de leurs habitudes, alors qu'en réalité, c'est aussi le rôle des startups de venir bouleverser cette situation et d'apporter des solutions qui sont plus healthy. Et c'est clairement pas les grands groupes qui vont le faire. Il y a des études qui sont sorties en montrant que Nestlé, par exemple, avait plus de 60% de son portfolio de produits qui étaient mauvais pour la santé, pas sains. Donc c'est les startups qui doivent prendre ces risques-là, quitte à faire des produits qui font un peu moins de chiffre d'affaires au début parce qu'ils nécessitent d'être démocratisés. Mais c'est notre rôle et on va essayer de le faire au mieux possible. D'ailleurs, vous parlez de qualité nutritionnelle. Sur vos produits, il n'y a pas de Nutri-Score. Oui, il n'y a pas de Nutri-Score parce que, pour être très franc, c'est un peu comme d'autres applications qui se sont lancées. On trouve que c'est réducteur et en réalité, il faut comparer ce qui est comparable. Des protéines, des glucides. Nous, par exemple, on va surcharger nos produits de manière à ce que ça apporte l'intégralité des besoins. Il y a beaucoup d'importance sur le bio. Est-ce que c'est bio ou pas bio? Nous, ça ne faisait pas de sens, par exemple, pour nos produits parce qu'on a besoin, en fonction des périodes de l'année, de s'adapter. Le bio chinois, ce n'est pas le même que le bio français. Donc, pas le même cahier des charges. Ouais, c'est pas du tout le même cahier des charges. Et donc du coup c'est vraiment réducteur et on pense que l'humain n'a pas besoin d'avoir vert, orange, rouge pour comprendre, mais plutôt être capable de lire l'étiquette nutritionnelle, de comprendre ce qu'il y a dedans. Et on a vu que le sucre, par exemple, est bien rentré dans les têtes. Nous, sur les premiers repas, on avait un peu de sucre parce qu'il faut apporter du sucre pendant le repas. Parce que on l'oublie, mais effectivement, on le pointe du doigt, mais c'est nécessaire comme le gras, finalement. Ouais, c'est du glucide, donc évidemment, il ne faut pas en manger plus que nécessaire. Et du coup, on a fait évoluer nos recettes parce que les gens avaient un vrai blocage. Et sur cette nouvelle gamme fonctionnelle, on va avoir moins d'1 gramme de sucre par barre parce que ça fait du sens pour le consommateur français. Mais maintenant, il faut qu'il aille un peu plus loin en se disant, est-ce qu'il y a assez de protéines? Est-ce qu'il y a assez de lipides? Est-ce qu'il y a assez de fibres, de vitamines? Et c'est pour ça qu'on a fait une gamme vraiment technique qui pouvait répondre à des besoins spécifiques. Autant le repas, bon, c'est facile à comprendre, c'est pour le déj et pour le dîner. Et les consommateurs nous demandaient des produits pour chaque moment de la journée. Donc on a fait des produits pour le petit déjeuner qui sont vraiment avec de l'énergie, de la caféine à l'intérieur. On a fait des produits pour la pause à 10h ou à 15h avec du focus, donc ce qu'on appelle les nootropics. C'est la grande mode aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on vient compléter avec des nootropics nos barres pour avoir un focus, concentration, mémoire. On va aussi avoir des barres digestion qui vont aider à vraiment passer le repas. On va avoir une barre immunité. Avec... On mange davantage pour digérer. Oui, et on mange pour avoir un apport qui est technique. Typiquement, l'immunité... Par rapport à vos produits initiaux, où c'était vraiment des substituts de repas. Est-ce que vous avez remarqué que finalement les gens avaient tendance à avoir davantage de petits repas dans la journée plutôt que les 3 repas classiques? C'est ça, exactement. On a vu que le français, et encore plus les Américains, mais le français il vient, on découpe les repas en blocs de nutrition. Donc on n'a plus 3 repas à table, on a plutôt 5 prises de nutriments au cours de la journée. Et les consommateurs découpaient nos barres repas. Elles faisaient 100 grammes et ils en prenaient une partie à midi, une partie à 15h. Mais du coup, elles étaient... Alors qu'elles étaient censées elles faisaient peut-être 600 calories, quelque chose comme ça. Hein. Et ils avaient tendance à
la découper peut-être. Oui, il a découpé au fur et à mesure de la journée et on s'est dit plutôt que d'apporter une solution globale, apportons des solutions techniques et typiquement... Au lieu de grignoter de manière inintelligente, grignotons intelligent. De la smart food et mangeons smart. Et du coup, l'immunité, par exemple, c'est 1 milliard de probiotiques et de prébiotiques à l'intérieur. Et c'est des compléments alimentaires que prennent les Français. Et donc, pourquoi ça fait du sens de mélanger compléments alimentaires et alimentation? Le premier, c'est qu'on va mettre beaucoup plus de charge de nutriments parce que dans une gélule, tu vas avoir 1 gramme de nutriments. Nous, on peut en mettre 4-5 grammes, donc tu as un effet vraiment beaucoup plus puissant. Pour la digestion aussi, ça va rentrer dans ton estomac et donc ça va être mieux assimilé par l'organisme. Et donc, on est à la frontière entre compléments alimentaires et alimentaires, donc c'est un peu de l'alicament. Et c'est ce que recherchent les consommateurs d'aujourd'hui, notamment avec la crise en plus du Covid, où les gens ont pris conscience de l'importance de ce qu'ils mangeaient et qu'il faut faire gaffe parce que sur le long terme, tout ce qui est diabète et compagnie vient d'une malnutrition la plupart du temps. C'est la crise qui a vraiment accéléré ce changement, ce tournant même, hein. Disons clairement, plus de préoccupations en termes de santé, des habitudes de consommation qui ont aussi évolué. On a vu beaucoup de naufragés de la pause déjeuner, hein, quand initialement on n'était pas censé pouvoir manger devant l'écran de notre ordinateur, avec des salariés qui n'avaient plus d'endroit où manger, hein. Restaurants fermés, cantines d'entreprise, parcours du combattant pour aller chercher un plateau. C'est ça, c'est pour aussi se caler à ces nouvelles habitudes? Le Covid a accéléré l'innovation et l'évolution de la nutrition. Je pense qu'on a gagné 15 ans d'un coup. C'est un peu comme le télétravail, il y a 10 ans, disons. Et les gens consomment différemment la nutrition. On a vu des boîtes comme La Belle Vie, où tu peux commander en ligne et en 5 minutes ou 10 minutes, tu es livré. Des boîtes de livraison de repas comme Journée, où tu vas commander tous tes repas pour la semaine qui sont cuits sous vide. Évidemment, des solutions comme Feed. Et le Covid nous a fait accélérer l'innovation qui était prévue parce que les gens nous le demandaient. Ils nous disaient, vous avez une légitimité maintenant parce que vous êtes rentré par une niche vraiment scientifique du repas et on aimerait avoir du snacking et c'est très compliqué dans les grandes surfaces de trouver du snacking sain. Donc c'était la suite logique. Mais le Covid l'a accéléré parce que les gens avaient du temps pour manger chez eux et donc ils ont délaissé un petit peu Feed qui est plus pour Ça a été un moment difficile cette crise aussi pour vous. Oui, c'était pas facile. C'était pas facile parce que les gens avaient du temps pour manger et donc pour Feed cuisiner est plus aussi, adapté. Voilà, pour t'es dans le train, t'es dans l'avion, tu vas à la salle de sport, t'es pressé, t'as une grosse journée. Là, tu es chez toi, tu as le temps de cuisiner. Donc, ça nous a forcé à nous réinventer. Et le Covid est presque salvateur. Alors, c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai. Ça nous a permis de retravailler notre business model, de retravailler notre produit. De vous réinventer quelque part. De se réinventer. C'est le rôle d'une start-up. Et c'est ce qui est génial, c'est que nous, on n'a pas peur, comme un grand groupe, de mettre les pieds dans le plat parce qu'on sait que l'innovation nous drivera vers de la réussite alors que les grands groupes vont avoir peur de changer quoi que ce soit. Je parlais l'autre jour avec un grand groupe qui me disait, nous, on n'ose même pas bouger une noisette du packaging parce que si les ventes baissent, on se fait virer immédiatement. Donc chacun reste à son poste et c'est un peu la tristesse de ces grands groupes. Vous êtes plus dans le test en fait finalement et vous pouvez vous adapter parce que vous êtes effectivement une plus petite structure. Vous parliez de produits surchargés en protéines. Effectivement, je lisais 13 grammes de protéines sans sucre ajouté. Bon, je rappelle aussi que vos produits sont véganes, sans allergènes, sans lactose. Il y a quoi là-dedans exactement? Vous allez avoir des protéines de pois, vous avez des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de l'huile d'olive ou de l'huile de colza pour les lipides. C'est vraiment des ingrédients qui sont sains et qu'on consomme depuis des centaines d'années. Et c'est ce qui fait la différence aussi avec les produits américains qui, eux, sont vraiment à base de maltodextrine, d'isomaltulose, qui vont être des dérivés. Des mots barbares, généralement. Des mots compliqués qui font un peu peur. Alors que là, si vous regardez la liste nutritionnelle, elle est saine. Et puis, effectivement, des protéines. C'est important d'avoir des charges de protéines. Le vegan, vous en avez parlé, c'est la clé aujourd'hui. On a besoin d'être avant-gardiste. C'est pour s'adapter aussi à tous, peut-être? Ouais, 20% de flexitariens aujourd'hui en France et ça ne fait que monter. Et l'idée, c'était que n'importe qui puisse manger du feed. Donc, quel que soit gluten, lactose, vegan, vous pouvez y aller. Et ça vous permet vraiment d'avoir une solution à portée de main. Et on a beaucoup de végans qui nous disent, j'ai toujours un feed dans le sac parce que quand je vais chez des gens, ils n'ont pas forcément pensé à mon rythme alimentaire. Et du coup, bon, c'est une solution de secours qui est super pratique. Vous parliez du goût tout à l'heure avec effectivement le souci que vous avez de garder ces propriétés organoleptiques. Est-ce que ça a été difficile de s'imposer sur le marché français qui est très attaché à sa tradition du repas à table, du goût, du plaisir de manger, du côté aussi social, partager un repas? Là, partager sa barre, c'est peut-être moins évident, hein.
C'est vrai, après ce qu'on observe, c'est que les gens mangent seuls la plupart du temps le midi. Donc en réalité, il n'y a plus ce moment de partage qui est plutôt décalé sur le soir, le dîner. Feed, on explique souvent que c'est une solution de bonus, d'option, vraiment de consommation. On ne dit pas manger que ça. Voilà. Et vraiment, c'est en parallèle. C'est en parallèle d'une alimentation saine. Et le goût, on a très vite compris que c'était la clé. Nos premiers repas étaient en termes de goût assez basiques parce qu'on venait de se lancer, on n'avait pas encore du temps de R&D derrière nous. Là, ça fait 4 ans qu'on travaille sur le goût. Et ce qui est impressionnant, c'est la différence entre ces produits orange, les snacks fonctionnels, et les repas de base qui étaient forcément un peu bourratifs parce que surchargés en nutriments. Donc c'est plus simple pour nous de faire du bon snacking parce qu'on va avoir moins de nutriments à mettre à l'intérieur. Et là, honnêtement, entre manger un feed et manger un snack classique, vraiment plaisir, il n'y a plus aucune différence, si ce n'est au niveau du cahier des charges. Donc en même temps que vous faites plaisir, vous avez un intérêt pour votre santé et pour votre corps. Et cette fameuse bouteille remplie de poudre, vous l'avez littéralement abandonnée. Pourquoi ? On l'a abandonnée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle était déceptive en termes de goût. Quand les gens vous étiez associé à Thierry Marx, qui est un chef visionnaire qui vous avait concocté des recettes. C'est un peu la caution gastronomique quand même du produit. On avait travaillé avec Thierry Marx, effectivement, ce qui avait montré que la grande nutrition, la grande alimentation, la grande cuisine n'était pas antinomique avec la smart food et qu'au contraire, il fallait essayer de relier les deux mondes plutôt que de les stigmatiser ou les opposer. On avait fait des recettes bio by Marx, et on a vu que ça plaisait pas d'ailleurs aux consommateurs parce qu'ils ne recherchaient pas forcément ce type de produit. Et il y avait aussi ce côté liquide où finalement il n'y a pas de mastication, moins de plaisir, une digestion peut-être trop rapide aussi. Les bars sont plus connus. Tout le monde a déjà mangé des bars. Donc c'est un produit qui est démocratisé. Oui, on a un cahier des charges qui est plus pointu, mais le goût reste le même qu'un snack habituel. Donc les gens n'ont vraiment pas de mal à passer le pas. La poudre, c'était quand même un peu plus technique, un peu plus américain. Et la deuxième raison, c'était le plastique. Ça faisait quand même beaucoup de plastique. Et à un moment, on en vendait des millions. Et on s'est dit, on a un véritable impact, même si c'était du PET recyclé, recyclable. À un moment, il y avait un impact. Et on a décidé, pendant le Covid, de retravailler tous nos packaging à base de papier pour avoir 0 émission carbone, compenser tout ce qu'on faisait. Et du coup, la bouteille ne rentrait plus dans notre cahier des charges. Et c'est la force d'une start-up. On n'a pas peur de couper un produit, même si ça représentait une très grosse partie de notre chiffre d'affaires. On va revenir un petit peu sur vous. Ça a été très rapide. Vous avez lancé Feed en 2017. Vous avez levé très rapidement plusieurs millions d'euros. Vous êtes aussi développé à l'étranger. C'est quoi votre recette ? Vous avez une personnalité très forte, pas de langue de bois. Vous avez d'ailleurs créé un storytelling autour du produit. Vous l'auriez fait avec un autre produit qui ne serait pas alimentaire, par exemple ? Oui, je pense que c'est important pour une marque aujourd'hui qui se lance de raconter une histoire qui va plus loin que son simple produit. On essaie de montrer que Feed, on ne fait pas seulement des bars, mais qu'on aide les gens à dépasser leurs objectifs. Les gens qui consomment du Feed, c'est une communauté qui pourrait se retrouver. On pourrait même imaginer un site de rencontre entre consommateurs de Feed parce qu'ils ont le même objectif, c'est le dépassement. Et ça faisait beaucoup de sens avec mon histoire personnelle qui est compliquée. J'étais à la rue quand j'étais jeune, pas de parents, etc. Et c'est la preuve par l'exemple que tout est possible et que, quelles que soient les cartes que vous avez en main, vous pouvez faire mentir votre destin. Et c'est ce qu'on va essayer de transmettre avec les produits Feed. Et c'est ce qui plaît aux consommateurs. Donc racontez en toute authenticité, en toute transparence votre parcours. Et c'est ce qui créera de l'émotion avec le consommateur. Une identité de marque forte. Exactement. Un attachement quelque part. Bon, rassurez-nous surtout. Vous cuisinez un petit peu, vous mangez des vrais repas, des vrais plats dans des assiettes ? Je mange des vrais repas, mais je cuisine jamais. D'ailleurs, je pense que j'ai un coup d'avance, même si je sais que les Français vont mal le prendre. Dans 10 ou 15 ans, il n'y aura plus de cuisine, ou très peu. Il y a tellement de solutions de livraison de repas où tu vas avoir tous tes repas d'un coup. Moi, mon frigo est rempli de repas journée. J'ai plus qu'à réchauffer au micro-ondes. Donc ce seront des acteurs de la restauration qui feront la cuisine à votre place. Ouais, c'est des Pour grands vous, c'est chefs. ça l'alimentation du futur ? Ouais, c'est des grands chefs qui le font mieux que moi. Donc ils vont avoir de meilleurs ingrédients parce qu'ils ont des prix gros. Ça va être parfaitement cuisiné au micro-degré près, ce qui fait que comme c'est cuit sous vide, ils vont cuire le poisson à 37,3 et la viande à 38,2. Ce qui fait que pour vous, c'est un art finalement quelque part. C'est un art et ça sert à rien de s'inventer quelque chose. Moi, ça m'embête, pour être très franc. Et encore une fois, je juge pas ceux qui aiment ça. Chacun ses délires. Mais d'aller faire les courses, ça me prend 1 heure. Avec les queues, ça va me coûter de l'argent, il faut que je ramène les packs d'eau, etc. pour finalement devoir cuisiner pendant encore une demi-heure.
une fois sur deux, c'est raté. Après, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je sorte les poubelles. Enfin, honnêtement, je trouve que le rapport temps passé, gain n'est pas adapté. Donc, je préfère avoir des solutions qui sont bien maîtrisées par des chefs plutôt que d'essayer de faire des trucs moi-même et passer du temps à travailler plus, à faire plus de loisirs, plus de sport, voir mes proches, plutôt que de passer du temps derrière la casserole. Et c'est presque un débat féministe, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens disent non, mais c'est important, il faut manger. Mais 90% des foyers, sont les femmes. C'est la femme qui cuisine, en tout cas la cuisine du quotidien. Et donc, il y a une véritable inégalité là-dessus. Et je pense que c'est aussi dans la marche de l'époque de prouver et de démontrer qu'il est important que tout le monde puisse avoir un temps égal face aux tâches ménagères. Et ça libère énormément de femmes. Et on le voit, que ce soit avec Feed ou d'autres marques, elles nous écrivent pour nous dire merci, parce que mon mari, maintenant, quand il va travailler, je lui donne une barre de Feed, je dis débrouille-toi, quoi. Qui remplace la gamelle traditionnelle. Merci beaucoup Anthony Bourbon, fondateur de Feed, donc avec ces snacks fonctionnels. On parlait tout à l'heure d'alicaments. Alors Anthony, je ne sais pas si vous avez déjà rêvé d'avoir vos propres vignes de grands crus. Figurez-vous que c'est possible. Il est possible d'adopter des parcelles de vignes d'un domaine viticole haut de gamme. Adoption temporaire et symbolique pour consommer sa propre cuvée. Restez avec nous, c'est notre nouvelle recette de la semaine. Ces dernières années, la consommation de vin et la vente surtout s'est considérablement transformée. Notre nouvelle recette de la semaine offre aux amateurs de vin une nouvelle façon de consommer, avec la possibilité d'adopter non seulement des parcelles de vigne, mais aussi d'en déguster les fruits sous forme de bouteilles, à consommer avec modération, bien sûr, cela va sans dire. Et c'est vous, Morgane Suquet, qui proposez cette nouvelle façon de consommer. Vous êtes l'une des fondatrices de Cuvée Privée, ça porte plutôt bien son nom. Comment est né ce concept de parrainage, d'adoption de parcelles de vigne ? Alors pour ça, il faut revenir un peu en arrière. En école de commerce, avec mes deux associés, Marie et Aurélie, on avait la chance d'être dans le club œnologique de l'école. Donc une passion pour le vin. Exactement, qui est née à notre majorité, je dirais. Et pendant ces différentes dégustations, en fait, on avait les vignerons qui venaient directement nous présenter leurs produits avant le moment de la dégustation. Donc il y avait toute une partie un peu théorique où on nous expliquait l'histoire du domaine et ça nous faisait beaucoup mieux comprendre ensuite les vins qu'on dégustait. Donc ça a été vraiment le point de départ, c'était la réalisation de l'importance de l'histoire derrière la bouteille. Ensuite, on s'est retrouvés en dernière année d'école avec un projet entrepreneuriat à lancer. Et cette intuition, naturellement. Exactement. On s'est retrouvés sur l'amour du vin et sur l'envie de raconter les histoires derrière les bouteilles par ce concept d'adoption qui avait été lancé déjà en fait aux États-Unis dans un petit vignoble dans l'Oregon qui avait vendu l'ensemble de sa production en 6 mois à travers du parrainage de vignes. Et donc on s'est dit lançons ça à l'échelle de la France avec plein de vignerons partenaires. D'abord sur la vigne et puis ensuite on l'a développé. Vous avez développé, on va y revenir. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'adoption finalement ? Donc on vous contacte, on peut choisir son appellation, sa région. Comment ça se passe en fait ? Alors le point de départ, ça va être le produit que vous décidez d'adopter. On va prendre par exemple du vin. On a une sélection d'environ 25 appellations, donc sur des appellations très prestigieuses et d'autres un peu plus accessibles. Donc ça passe par du Côte-du-Rhône jusqu'au Puligny-Montrachet premier cru. À partir de là, nous on va vous attribuer une vigne qui produit cette cuvée. Donc en fait, notre producteur partenaire nous a attribué lui une parcelle et nous on va vous attribuer une vigne de cette parcelle. Et l'expérience de l'adoption va commencer ensuite, à commencer par la réception d'un kit de l'adopteur avec un certificat d'adoption, un dépliant sur la cuvée et une invitation à se rendre au domaine. Donc c'est une expérience en fait que vous Exactement. proposez. L'idée en fait c'est d'aller vraiment au-delà du simple produit, c'est de renforcer tout ce qui est autour du produit. Donc l'histoire derrière le produit, le contenu. Là j'ai apporté une petite gazette qui est envoyée tous les 3 mois à travers les coffrets saison envoyés à nos clients. Donc c'est en savoir plus sur le savoir-faire du vigneron, créer du lien aussi. C'est tout à fait ça. En fait c'est dévoiler vraiment l'humain derrière le produit, parler du végétal aussi parce qu'on parle très peu du végétal, on parle beaucoup du produit fini. Fini, oui. Alors qu'en fait il a quand même une origine, ce produit fini. Ce sont donc les fameuses vignes dont on parlait un peu plus tôt, ce sont les oliviers pour l'huile d'olive, c'est le houblon pour la bière, etc. Donc vous vous abonnez, donc c'est mensuel. C'est un abonnement trimestriel. En fait, trimestriel. On va au rythme des saisons. Donc, vous allez recevoir votre coffret été, votre coffret automne, votre coffret printemps, votre coffret hiver, avec à chaque fois votre cuvée personnalisée à votre nom. Donc, ça, c'est une petite étiquette. Exactement, qu'on voit ici, donc à votre nom. Une autre bouteille du domaine pour découvrir la gamme du producteur et une petite gazette qui vous explique ce qui s'est passé dans le domaine la saison précédente. Vous travaillez avec combien de producteurs vignerons actuellement ?
On a une vingtaine de producteurs, donc c'est une sélection qui est assez resserrée et qui vise à rester resserrée pour justement garder cette caution de qualité. On les connaît tous très bien, ils correspondent à un cahier des charges qu'on a élaboré. Vous les sélectionnez de quelle manière ? Alors, on a notre premier filtre, nous 3 fondatrices, donc avec notre appétence, nos appétences différentes. Et ensuite, on a le filtre un peu plus exigeant, qui est celui du chef sommelier du Bristol, qui est associé à Cuvée Privée. Donc, tous les vins sont goûtés en amont. Exactement. Là, tout juste après, on a une dégustation avec lui. Donc, on présente tous les nouveaux domaines qu'on a en tête en fonction des demandes de nos clients. Là, par exemple, on a besoin de faire intervenir un nouveau Bourgogne. C'est super compliqué de trouver un nouveau Bourgogne. Donc, on va lui faire découvrir une vingtaine de cuvées. Et lui va sélectionner la cuvée qui lui parle le plus. Et quels sont les avantages pour le vigneron de s'associer avec vous et de vous laisser parrainer une parcelle de vigne ? Alors les avantages sont multiples. Le premier, c'est qu'il y a énormément de vignerons indépendants en France qui font un travail qui est juste formidable, mais qui n'ont pas le temps de vendre et qui se retrouvent pourtant donc, le dimanche dans des gymnases d'ici les Moulineaux, dans des foires au vin où ils perdent énormément de temps et ils préféraient se concentrer sur la production. Pourtant, c'est des gens qui ont des histoires à raconter de fous, qui ont un savoir-faire qui est inestimable. Et donc pour eux, c'est un canal de vente un peu clé en main qui leur permet de valoriser leur savoir-faire, parce qu'on a toute cette partie contenu dont je parlais un peu plus tôt, et puis surtout de sécuriser leur vente future, puisque l'idée de Cuvée Privée, c'est vraiment de faire des ventes sur le long terme. Les clients, c'est des clients fidèles qui restent à minima 1 an, mais on en a un certain nombre qui restent qui sont là depuis 3 ans, donc depuis le début de Cuvée Privée. Au niveau prix, est-ce qu'on finalement le prix est supérieur, j'imagine, que le prix d'une bouteille, si on ramène au prix bouteille, que celui que l'on peut retrouver au sein d'un domaine ? Alors, il y a effectivement une légère prime à l'adoption, donc c'est à peu près 20% de plus que le prix que vous auriez en direct au domaine. En revanche, l'idée, c'est qu'au départ, vous payez cette fameuse prime à l'adoption, mais derrière, en fait, on vous donne un accès à notre boutique de toutes nos cuvées à tarif direct producteur. Donc, il y a un peu un prix supérieur au départ, mais derrière, vous touchez un prix que vous n'auriez pas sur Internet, sinon il faudrait aller au domaine pour profiter de ce prix. Et vous venez de lancer un concept, on va dire, alternatif, parallèle, où on peut adopter des oliviers. Tout à fait. On a lancé ça en octobre 2021 parce qu'en fait, il n'y a pas que le vin sur lequel il y a des belles histoires à raconter. Sur l'huile d'olive, notamment l'huile d'olive de France, il y a des très jolies histoires, notamment la Bastide du Laval avec laquelle on a commencé à travailler il y a maintenant donc un peu plus d'1 an, qui est d'ailleurs l'huile d'olive sélectionnée par le chef cuisinier de l'Élysée. Et on a rajouté depuis une autre livret dans le Languedoc et on raconte pareil l'histoire de ces domaines. On distribue, donc là par exemple c'est la fameuse de la Bastide du Laval, qui permet de faire découvrir aux amateurs d'huile d'olive une huile d'olive d'un domaine indépendant en agriculture biologique et avec une belle histoire. Merci beaucoup Morgane Suquet, cofondatrice de Cuvée Privée, concept que vous avez lancé avec Marie Forget et Aurélie Berton. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Smart Food. Bonne journée à tous.